Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là ce soir pour le lancement de la Semaine du cerveau, donc, cette conférence inaugurale. Donc juste un petit mot pour replacer un petit peu la Semaine du cerveau. C'est un événement mondial qui a lieu en France en plus de 120 villes, placé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, Philippe Baptiste, cette année. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette reconnaissance. Et il faut savoir que cette Semaine du cerveau, c'est une semaine mondiale qui a lieu dans plus de 180 pays. Non, mais c'est beaucoup plus que 80 pays. Non. Plus que 80 pays. Et qui a pour but donc, de présenter l'état de l'art de la recherche au grand public afin de susciter l'émerveillement, la curiosité et de voir un petit peu l'état des connaissances et les avancées récentes dans le monde de la recherche. Donc c'est vraiment une démarche de tous les acteurs du monde de la recherche, aussi bien des doctorants, des postdoctorants, des chercheurs, des ingénieurs, qui font la démarche vraiment d'aller vers le grand public pour présenter ce qui se fait dans les laboratoires. En France, elle est organisée par la Société des neurosciences au travers d'une trentaine de comités locaux répartis dans tout le territoire français. Et c'est un événement grand public qui se veut gratuit avec à chaque fois des moments de discussion avec les chercheurs pour vraiment qu'il y ait une réelle question scientifique. Et quand on entend par chercheurs, c'est des personnes qui publient dans des revues scientifiques avec des comités de relecture. Et oui, donc l'idée c'est d'avoir un espace de discussion entre chercheurs et non-chercheurs. Il y a la semaine de la science qui existe aussi. Là, c'est directement organisé donc, par la Société des neurosciences, qui est l'association des gens qui font de la recherche en neurobiologie. Donc, pour présenter la démarche scientifique, pour pouvoir discuter des questionnements, des avancées, et puis aussi discuter des conséquences pour la société, ce sera peut-être le cas, j'espère, aujourd'hui. Rendre compte aussi de ce qu'on fait dans les laboratoires, et puis essayer de toucher une diversité publique. Donc, depuis quelques années, en fait, on essaie de l'avoir un petit peu partout. Oui, donc c'est l'ensemble des événements qu'il va y avoir cette année. Vous pouvez retrouver le programme sur le site semaine-du-cerveau.fr. Il faut aller dans l'onglet programme et il y a une carte qui apparaît. Et il y a des conférences qui sont réparties un petit peu partout en France et même dans les territoires d'outre-mer, entre autres à la Martinique. Donc on va vous laisser la parole juste après sur le... Donc, les remerciements, donc ça, ce sont les partenaires que l'on a. Donc, bien sûr, il y a les tutelles, l'INSERM, le CNRS, l'INRAE, le CEA aussi. On est subventionné par le ministère de la Recherche, c'est comme ça qu'on peut l'organiser. Et puis, on a des partenariats avec différentes fondations, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, des associations qui financent des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Et puis aussi, je ne les vois pas là, mais la FRC, qui est la Fondation pour la recherche sur le cerveau, qui regroupe des différentes associations. Et on a deux partenariats avec, d'une part, Le Point, qui organise Neuroplanète, qui était la semaine dernière à Nice. Et puis, depuis 2 ans, on a un partenariat avec The Conversation, et qui est un journal que vous connaissez peut-être en ligne. Et donc, il y a Lionel qui va mener les débats, qui est journaliste, et Victoire qui est là aussi. Donc on a ce partenariat. Vous pouvez retrouver aussi sur The Conversation des articles qui sont mis en avant à l'occasion de la semaine sur le cerveau, sur le cerveau. Et on remercie aussi tout particulièrement l'Hôtel de Lille et Madame Léonard Mouret qui s'est excusée de ne pas pouvoir être là, qui était l'adjointe à la recherche, qui devait être là et puis nous présenter ce qu'il faisait. Mais ça fait quand même 2 ans qu'elle nous met à disposition l'auditorium ici pour cette conférence inaugurale. Et donc, comme c'est un espace qu'on trouve très agréable, on tenait à leur remercier particulièrement. Donc on va laisser place à la discussion, à la conférence. Et après, si vous voulez continuer les discussions, il y aura un pot dans la salle du fond, juste après. Et vous êtes tous bienvenus. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être venus si nombreux et si nombreuses à assister à cette conférence inaugurale de la Semaine du cerveau. Donc, je suis Léa Caltul, je suis journaliste scientifique pour The Conversation. Et le thème de cette séance inaugurale, comme vous le savez certainement, c'est les stéréotypes. Les stéréotypes, on en a tous, qu'on en ait conscience ou pas.
on a un cerveau qui, on va le voir tout à l'heure avec les deux experts qui sont avec nous, un cerveau qui enregistre en permanence des informations sur notre environnement et qui analyse tout ce qui se passe autour de nous. Et pour cela, il fait des raccourcis, et ces raccourcis nous amènent au sujet de ce soir, qui sont les stéréotypes. Comment ces raccourcis fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'ils existent? À quels endroits du cerveau est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce qu'ils se logent? Est-ce qu'il y a des contextes, des choses qui vont les aggraver, les faire se renforcer? Est-ce que, surtout, on peut s'en débarrasser? Toutes ces questions, et d'autres questions que vous pourrez poser à la fin de cet échange, on va essayer d'y répondre avec nos deux spécialistes. On va essayer d'y répondre parce que c'est des questions importantes qui ont des conséquences non seulement sur notre rapport avec nos semblables au quotidien, mais aussi des conséquences plus larges sur la façon dont fonctionnent les différents groupes humains un peu partout sur la planète. Et aujourd'hui, l'actualité étant ce qu'elle est, on voit bien que déconstruire les stéréotypes et les préjugés, c'est quelque chose qui est relativement essentiel. Pour creuser ces questions et pour essayer de répondre à vos interrogations, nous recevons aujourd'hui Pascal Huguet, qui est directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive, le LABSCO, à l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes aussi bien d'autres choses, mais on en parlera au fil de cet échange. Et Angela Sirigu, alors excusez-moi pour la prononciation, malgré mon patronyme, je ne sais pas parler correctement l'italien, et vous êtes neuroscientifique, vous êtes directrice de recherche CNRS rattachée à l'Institut des neurosciences de la Timone, et qui dépend de Aix-Marseille Université. Alors, première chose, premier sujet qu'on va aborder dans cette soirée, on va peut-être éclaircir un peu ce que sont les stéréotypes, et il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les stéréotypes appartiennent à la famille des biais cognitifs, et du coup définir ce que c'est qu'un biais cognitif. Alors je me tourne vers vous, Pascal Huguet, pour cette première question. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de faire cette parenthèse en sciences parce que vous avez tous plein de choses à faire. Et c'est très bien de trouver le temps de faire une petite parenthèse, de s'asseoir et de réfléchir un peu à un certain nombre de mécanismes qui, pour certains d'entre eux, ceux qui vont être évoqués, s'ils n'existaient pas, on n'aurait pas l'actualité internationale que l'on a. Donc, c'est pas complètement rien ce qu'on va présenter ce soir. Et on le fait très modestement, on a de leçons données à personne, on est sur un exercice qui est habituel, on essaie de faire toucher du doigt un certain nombre de réalités scientifiques, ce qui fonctionne pas, etc. Et ce qu'on peut dire en particulier sur la question des stéréotypes. La notion de stéréotype, elle est très employée, elle est dans le langage courant, on peut avoir l'impression de la maîtriser. Bon, d'abord, il faut avoir conscience que quand on parle de stéréotypes, on se situe dans l'univers des biais cognitifs, dont vous avez une définition ici, qui sont des distorsions. Alors quand on dit à la fois fonctionnel et dysfonctionnel, fonctionnel parce que ces biais nous permettent d'aller vite, de prendre souvent des décisions dans l'urgence, de juger très rapidement, de se comporter rapidement. Et dysfonctionnel, pour la même raison, c'est qu'on fait les choses très rapidement, en écrasant un peu la complexité de la réalité qu'on a en face de soi. Alors dans certains contextes, ce n'est pas grave, ça n'a pas beaucoup de conséquences, et dans d'autres contextes, ça a beaucoup de conséquences. Et donc il est bon de garder à l'esprit que ces distorsions ne sont vraiment pas insignifiantes, elles se produisent tout au long de la chaîne de traitement. Là on mentionne ce qu'on appelle l'encodage, le stockage, la récupération des informations en mémoire. On ne rentre pas plus dans le détail, mais on va quand même donner un rappel très vite de certains biais cognitifs. Donc, parmi les plus connus, vous avez tous entendu parler du biais de confirmation, le fait de préférer les informations qui confirment plutôt que celles qui infirment une impression. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on dit « ma première impression était la bonne ». Parce qu'une fois qu'on a une première impression, il y en a toujours une qui peut être bonne, mauvaise, positive, négative. On passe plus de temps, on accorde plus d'importance aux informations qui sont consistantes, congruentes, compatibles avec cette première impression. Alors ça, c'est un truc très important pour les enseignants, par exemple. Au mois de septembre, je commence à avoir une impression de ma classe, puis j'ai l'impression qu'il y a un élève là,
Oui, mais si je fais du marquage positif là, du marquage négatif là, il y a des chances que ce soit ça qui reste, hein, et parfois de manière totalement arbitraire et contre-productive. Le biais d'accessibilité, ne pas chercher d'autres informations que celles immédiatement accessibles. Alors, il ne faut pas confondre accessibilité et disponibilité de l'information, notamment pour les plus âgés d'entre nous. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas d'information en mémoire. Donc l'information est disponible, mais elle n'est pas facilement accessible. Je vous donne un exemple. Une information disponible mais pas facilement accessible. Qu'avez-vous mangé au souper il y a 2 jours? Si vous faites un effort, vous savez que c'est disponible en mémoire. Mais ce n'est pas facilement accessible. Et vous allez chercher quoi? Vous allez chercher des éléments de contexte pour revoir ce que vous aviez dans votre assiette. J'ai mangé avec mon frère, avec ma soeur, avec ma famille, était-ce chez moi, à l'extérieur, etc., etc. C'est ce contexte-là qui vous fait remobiliser l'information. Et puis maintenant, une information chroniquement accessible, votre date de naissance, votre nom. Voilà, le cerveau, il met toujours ces informations liées à l'identité en haut de la pile. Vous pourriez même ressortir ces informations en cas de tremblement de terre dans cette salle. Voilà, ça c'est toujours très disponible. Il y a quelques exceptions. À l'effet Dunning-Kruger, les moins compétents dans un domaine surestiment souvent leurs compétences, alors que les plus compétents ont tendance à les sous-estimer. Ça, Darwin l'avait compris. Disant que l'ignorance nourrissait plus facilement la confiance que la connaissance elle-même. Et plus on en sait sur quelque chose, plus on est possiblement modeste, un peu déstabilisé, parce qu'on voit bien le chemin à parcourir. Hein. Puis vous avez des gens qui sont extrêmement et toujours dans la conviction que leur propre impression est la bonne. Hein. Donc cela se pose pas beaucoup de questions. On peut traverser ces passages-là nous-mêmes dans la vie, hein, sur un certain nombre de sujets, mais il faut toujours faire très attention. Cet effet, il marche très bien. Le biais d'engagement, par exemple, a tendance à poursuivre l'action engagée malgré la confrontation à des résultats de plus en plus négatifs. Voilà. Donc tout ça, on peut souffrir de tout ça. Ce sont des biais qui sont individuels, mais qui peuvent parfois s'exprimer à un niveau collectif. Alors, l'enjeu des stéréotypes, l'enjeu des connaissances dans ce domaine, ce qu'il faut voir, donc on va beaucoup parler des stéréotypes, donc on va les définir, mais d'emblée, la question, l'enjeu, c'est que c'est pas seulement un problème moral ou de justice sociale. Oui, c'est vrai que certains groupes sont marqués négativement par des stéréotypes qui donnent lieu à du racisme, qui donnent lieu, etc. Pensez aussi à la stéréotypie de genre qui écarte les femmes d'un certain nombre de responsabilités au plus haut niveau. Combien de femmes à la tête des grandes entreprises du CAC 40? Pas beaucoup, vous le savez. Elles sont dans les conseils d'administration maintenant parce qu'il y a une loi sur les quotas, etc. Mais on voit bien que c'est encore difficile. Surtout, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les inégalités attachées à la stéréotypie, en particulier la stéréotypie de genre, entravent la performance scientifique, technologique et économique à l'échelle de la société. Donc, c'est pas simplement une raison morale, c'est aussi une contre-performance à marquer négativement un certain groupe dans la société, en particulier les femmes, et on verra peut-être si on a le temps 2 éléments du rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme, notamment hostile. Et on voit qu'on est dans une période de recul du point de vue de la stéréotypie de genre. On n'est pas en train de vraiment avancer, on stagne, voire même on recule un petit peu. Il faut s'en inquiéter évidemment, il faut pouvoir résister à ça. Et là, on parle de stéréotypes depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype, en fait, vraiment concrètement, et quels sont les mécanismes qui amènent à les stéréotypes? Alors, rapidement, une définition simple, c'est vraiment de dire que la stéréotypie, les stéréotypes d'une façon générale, qu'il s'agisse des stéréotypes de genre ou d'autre chose, sont des croyances collectivement partagées à des degrés divers à propos des attributs, des caractéristiques des membres de certains groupes ou de certaines catégories à un moment donné de l'histoire d'une société. Alors ça peut évoluer avec le temps, mais on est, encore une fois, moins dans la connaissance que dans la croyance. On croit que tel et tel groupe est intelligent, que tel et tel groupe présente un danger, que tel et tel groupe présente une incompétence particulière. Alors, par exemple, j'y reviendrai souvent parce qu'il y a beaucoup d'exemples ce soir là-dessus, les femmes qui seraient moins faites que les hommes, moins câblées en quelque sorte que les hommes pour faire des maths et des sciences, parmi les sciences réputées les plus dures. Voilà, ça c'est une croyance, il n'y a pas un résultat scientifique dans le monde qui permet d'étayer ça, mais on est encore beaucoup là-dedans.
on a encore beaucoup de stéréotypes à ce sujet-là. Et derrière, d'un point de vue cognitif, hein, la cognition, quand on dit la cognition cognitive, on est sur l'ensemble des processus qui concourent à la connaissance, c'est-à-dire comme la perception, l'attention, la mémoire, le raisonnement, etc., qui permettent de se comporter tous les jours. Et on a un processus notamment qui est assez redoutable, qui est un processus de catégorisation sociale qui consiste à ordonner le monde les individus, donc en termes de groupes, de catégories, avec des individus qui sont jugés plus ou moins semblables les uns aux autres dans leurs caractéristiques de personnalité, leurs intentions, leurs compétences ou incompétences supposées, etc. Donc le cerveau, il passe du temps quand même face à la complexité du réel, à découper ce réel en groupes, en catégories, et à doter les catégories et les groupes d'un certain nombre de caractéristiques et de valeurs plus ou moins positives ou négatives en fonction de la culture dans laquelle le cerveau baigne, bien entendu. Et donc les mécanismes qui mènent à ces raccourcis, on les connaît. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Oui, alors ça a été vraiment très très étudié depuis les années 40-50. Les biais d'assimilation et de contraste. Ça, c'est vraiment fondamental. Dans la partie des aimants que je vous présenterai ce soir, si on doit retenir des choses, ça en fait partie, hein, tout à fait modestement. Mais le biais d'assimilation, c'est la surestimation des similitudes perçues entre les membres des mêmes catégories. Hein. On voit plus de similitudes qu'il en existe en réalité entre les membres d'une même catégorie. Et le contraste, l'effet de contraste, c'est le fait de surestimer les différences entre les membres de deux catégories différentes. Parce qu'ils appartiennent à des catégories différentes, que je pense qu'ils appartiennent à des catégories différentes, alors je les vois plus distincts qu'ils ne le sont en réalité dans tout un tas de dimensions. Donc c'est un peu le cerveau qui, pour éviter de flouter l'image, l'exagère, au contraire, hein, via l'assimilation et le contraste. Le problème, c'est que, poussé à l'extrême, on a là les deux mécanismes qui sont à l'origine de tout un tas de barbaries sur la planète. Vous savez, notre cerveau, il est capable de compassion, il est capable de meurtre de masse aussi, et vous n'avez aucun meurtre de masse qui ne passe pas par cette étape-là. Hein, on découpe l'environnement, on fait de l'assimilation, du contraste, on met de la valeur négative sur un certain nombre de groupes, et puis après, vous avez une séquence qui est très très connue, hein, qui était repérée partout là où on a massacré. D'abord un stéréotype négatif, ensuite un processus de déindividuation, c'est-à-dire qui consiste à penser que tous les individus de la catégorie concernée ou du groupe concerné sont absolument identiques. Il n'y a pas de variance, il n'y a pas de variabilité interindividuelle, tous les mêmes, absolument tous les mêmes. Donc s'ils sont mauvais, c'est pas un individu qui est mauvais ou une poignée, c'est tous. Et ensuite, déshumanisation. On retire en quelque sorte les caractéristiques de ce groupe-là, les caractéristiques qui font que nous sommes des humains. Donc en fait, on n'a plus affaire à des humains. Ils sont mauvais, ils sont tous pareils, plus ils sont plutôt de l'ordre du cafard, du rat, etc. Alors quand les petits noms d'animaux fusent, vous pouvez être sûr que derrière ça se passe mal et qu'on a des catastrophes d'un point de vue humanitaire. Voilà. Donc cette séquence-là, elle est bien connue et c'est la raison aussi pour laquelle un effort de mémoire, fut-il même bien organisé, etc., ne suffira jamais à enrayer les dynamiques qu'on a à nouveau sous les yeux actuellement. C'est pas seulement une question de mémoire. On peut avoir la mémoire de ce qui s'est passé, mais si on réunit à nouveau les conditions, notamment une stéréotypie extrême, une déindividuation, une déshumanisation, c'est reparti. Ce qui nous amène à une autre question. Donc, tout ça découle d'une perception quelque part un peu distordue de la réalité, puisqu'on parle de biais qui vont nous permettre de catégoriser l'environnement, de le réduire à des catégories qui sont peu en prise avec le réel. On pourrait penser que cette perception distordue de la réalité, qui en plus amène à des conflits, est un problème. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi l'évolution a sélectionné ce mode de fonctionnement. Et là, je me tourne vers vous, Angela Kirikou. Pourquoi ce trait a été conservé par l'évolution? Est-ce qu'il y a un avantage à fonctionner par stéréotypes pour notre cerveau? Oui. Bonsoir à tous, tout d'abord. Donc, je voulais tout d'abord vous présenter le point de vue d'un psychologue comportementaliste qui s'appelait Skinner. Et Skinner, en fait, il étudiait le comportement et il niait complètement qu'il puisse avoir de l'activité mentale chez l'homme. D'ailleurs,
il a dit cette phrase lors de l'interview à une journaliste qui lui posait la question qu'est-ce que vous en pensez des machines? Est-ce que les machines pensent? Donc c'est une phrase très actuelle, je trouve. Et Skinner a répondu que le problème, ce n'est pas si les machines pensent, mais si l'homme pense, en fait. Parce que pour Skinner, l'homme ne pensait pas. On ne peut pas accéder à l'activité mentale des hommes. Et parce que tout ce qu'on peut faire, toutes les études qu'on peut faire chez l'homme, c'est de produire un stimulus et on regarde la réponse. Et tout ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la boîte noire, on ne peut pas l'explorer. Donc en fait, Skinner, il niait toute activité mentale. Or, Skinner, c'était dans les années 40-50. Depuis, grâce à toutes les études qui ont été faites dans les années 60, c'est justement ça qui a changé. On a regardé qu'est-ce qui se passe dans l'activité mentale des gens et comment on peut accéder à cette activité mentale. Est-ce que cette activité mentale, elle est consciente? Voilà, donc, pour comprendre les stéréotypes, il faut peut-être encore remonter un peu sur le mécanisme de base des stéréotypes. Et mécanisme de base, je dirais plutôt du fonctionnement neuronal déjà et fonctionnement mental. Un des mécanismes de base, c'est les modèles bayésiens. En fait, on a, comme illustre cette figure, on a donc les modèles du monde extérieur et ce modèle n'est pas toujours conforme à la réalité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les compare tout le temps, on fait des prédictions et s'il y a un conflit entre ce que je pense et ce que l'environnement extérieur me donne, me restitue, à ce moment-là, j'ajuste mon comportement. Donc, un concept très important ici, c'est le contrôle prédictif. Dans le cas des stéréotypes, c'est justement ce type, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'ajustement, parce que les croyances sont tellement ancrées qu'il est difficile, ils sont résistantes au changement. Alors, à quoi sert cette mise à jour ou cette contrôle prédictif? Eh bien, ça sert à catégoriser le monde extérieur, parce qu'on doit agir rapidement dans le monde extérieur et donc on catégorise. La prochaine, c'est des méthodes d'analyse automatique, en fait. C'est ça. Ouais, en fait, on le fait avec l'apprentissage durant le neurodéveloppement. Mais donc, on catégorise tout dans le monde réel. On catégorise, voilà, en supermarché, fruits, légumes, objets, manufacturés, etc. Dans le monde du végétal, on connaît tous les noms des plantes, on les catégorise également. Et les couleurs, voilà, et tout ça renforcé pour l'apprentissage. Mais c'est très économique comme processus parce que ça nous permet déjà de ne pas exploser notre mémoire, hein, parce que autrement on ne ferait pas de sens avec le monde extérieur et on ne pourrait pas agir de façon rapide aussi sur le monde extérieur, on ne pourrait pas les reconnaître. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des patients, moi j'ai travaillé beaucoup avec les patients avec lésions cérébrales, et c'est tellement bien catalogué dans notre cerveau que certaines lésions, en particulier des lésions du cortex temporal, donnent une atteinte de certaines catégories, mais pas d'autres. Par exemple, il y a des patients qui n'arrivent pas à reconnaître les légumes, mais reconnaître les objets manufacturés. Donc, vous voyez qu'il y a comme une espèce de catalogue et il y a des réseaux neuronaux qui sont dédiés à ce type de catégorisation. Donc, pardon, je vous coupe, oui. Mais donc on fait quand on va, par exemple, je rentre dans cette pièce, je vois que les sièges sont rouges, immédiatement je le repère, enfin parce que j'ai déjà... Oui, c'est très rapide. Voilà, c'est c'est rapide. quelques millisecondes et tout de suite ça me donne un renseignement. Et donc à la fin, ça nous donne des schémas, okay, des a priori sur le monde extérieur. Et comme je disais tout à l'heure, avec le mécanisme bayésien, si quelque chose cloche, ben voilà, on réajuste notre prédiction. Alors, on ne catégorise pas que les objets, on catégorise aussi les individus. Et donc, voilà, on crée des normes, des jugements de valeur surtout, ce qui est très important pour les stéréotypes en réalité. Alors, les individus sont aussi des catégories, okay? Ils appartiennent à des groupes sociaux, et ça aussi c'est très efficace parce qu'eux aussi on peut les reconnaître très très vite, au point qu'on peut faire des jugements en 33 millisecondes sur la base simplement des visages des gens.
Il faut aussi dire qu'il y a une partie de notre cortex, qui est toujours le cortex temporal, dans lequel même dans différentes parties du cerveau, on a des représentations du visage d'autrui. Okay? On sait qu'on appelle l'aire du visage. Okay? Lorsqu'on voit un visage, on active cette région. Et tous ces régions s'activent énormément quand on fait aussi des jugements de valeur. Et c'est ce qu'on appelle l'aire du visage de nature plus sociale. Bon, donc, si on passe à la suivante. Oui, on a aussi ce qu'on appelle les grandmother cells qui ont été découverts dans les années 90. Dans les années 90, en fait, on a testé des patients qui avaient une épilepsie résistante et chez qui on mettait des électrodes pour enregistrer l'activité épileptique et chercher les foyers épileptogènes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs chercheurs ont présenté à ces patients des visages. En général, c'était des acteurs très célèbres comme Jennifer Aniston et, par exemple, Halle Berry, c'était une actrice aussi. Et ils présentaient les visages d'Aniston et de Berry dans différentes conditions, dans différents lieux, dans différentes poses. Par exemple, Halle Berry était présentée en naturel ou avec son costume de Catwoman. Et il y avait un neurone dans le cortex temporal qui reconnaissait Albert, et peu importe la manière dont on l'a présenté. Donc, on appelait ça les cellules grammaires, okay? Parce que c'est des cellules qui représentent l'individu, pas seulement le visage, mais aussi son identité et différents points de vue. Et c'était une seule cellule Une seule neurone, c'est le neurone qui déchargeait. Après, il y avait plusieurs d'autres neurones qui déchargeaient aussi, mais la particularité, c'était qu'un neurone pouvait avoir différents points de vue de la même identité. C'est ça qui était extraordinaire. Donc, il pouvait la classer dans un lieu avec un certain habit, avec d'autres personnes aussi, etc. Et donc là, c'était aussi une moyenne économique pour coder la manière, ce qu'on pense des gens, comme on les voit, etc. Et donc, tout ça, ça facilite effectivement les codages sociaux dans notre environnement. On consomme peu d'énergie quand c'est plus efficace fait. et le cerveau, effectivement, qui consomme beaucoup d'énergie. En termes physiques, comme je disais, c'est excellent comme phénomène. Le problème, c'est qu'après, il va se fixer, enfin, certains cerveaux, ils se fixent sur certaines catégories et sont difficiles au changement. Et donc, pour finir mon propos, alors, on attribue tellement de valeurs que maintenant, on est capable d'extraire et de juger l'aspect de certains visages, même sans connaître les personnes. Par exemple, ici, c'est une expérience qui a été réalisée dans un laboratoire à Princeton et aussi dans mon laboratoire. On présente ces visages et on demande aux gens sur lesquels vous mettez plus votre confiance. En 33 millisecondes, tous les gens, on a testé environ 400 personnes, ils mettent leur confiance sur la personne qui est à gauche de l'écran. Okay? Parce que cette personne, il a des traits qu'on appelle de confiance. Okay? En anglais, c'était trustworthy. Et ça marche très très bien. Donc cela veut dire qu'on voit des visages dans la rue peut-être, et tout d'emblée, on émet des jugements qui peuvent aller dans les bons sens pour la personne et d'autres qui peuvent aller dans les mauvais sens. Donc vous voyez que tous ces jugements, ils sont rapides, ils économisent notre mémoire, mais en même temps, il peut y avoir le revers de la médaille, c'est qu'ils peuvent, disons... orienter le comportement, par exemple. Mais totalement. Mm-hmm. Voilà. Et ils orientent Et donc, là... pardon. Non, j'en prie. En fait, on passe de ça au groupe, en fait. Ouais, et donc, il y a une autocatégorisation, on passe du visage au groupe, et donc il y a les personnes qui appartiennent à mon groupe et les personnes qui n'appartiennent pas au groupe, c'est un groupe, autre groupe. Et on assigne donc une identité sociale à chaque groupe, tout ça basé sur les connaissances qu'on a accumulées avec les mécanismes dont je vous ai parlé. Et donc là, c'est très facile en fait de catégoriser. Et quand on catégorise de cette manière-là, on a d'un côté nous et de l'autre côté les autres.
Et donc les stéréotypes, c'est le bon terrain pour les stéréotypes. Et quand on parle de groupes, c'est des groupes sur la base ça peut être d'une origine ethnique, d'une origine sociale. Enfin, de quel groupe on parle? Ben, c'est des groupes dans lesquels nous, On se reconnaît. on se reconnaît, bien sûr. D'accord. Et justement, puisqu'on se reconnaît dans ces groupes, est-ce que quelque part, il n'y a pas un fond de vérité dans ces stéréotypes qu'on met en place par rapport à un groupe, par rapport à... je pose la question de façon provocante parce que je connais déjà la réponse et vous allez me l'expliciter. Est-ce que ces stéréotypes ont un fond de vérité ou pas du tout? Est-ce qu'on est juste sur quelque chose qui se met en place de façon, comment dire... involontaire et complètement contingente. Oui, la question du fond de vérité des stéréotypes, elle est souvent posée. Et si vous voulez animer une soirée, si vous vous retrouvez en famille et que tout à coup il n'y a plus de sujet, parler, amener sur la table la question de ce qu'on dit d'un certain groupe dans la société, ou de groupes au pluriel dans la société. Et là, le débat va s'engager. Et puis vous aurez toujours des gens pour vous dire, bon, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi quand même je pense que c'est vrai, le stéréotype il est vrai. Donc la question, sérieusement, c'est ça, est-ce qu'on a affaire à des stéréotypes valides ou pas? On peut se poser la question, mais scientifiquement c'est pas la bonne question. Scientifiquement c'est pas la bonne question, la question du fond de vérité, pour une raison très simple que vous allez tout de suite comprendre, qui est qu'on trouvera toujours des exemplaires du groupe concerné, des gens, donc membres de ce groupe, qui confirment le stéréotype, ce que dit le stéréotype, et des exemplaires du même groupe qui infirment le stéréotype en question. Il y a toujours une variabilité interindividuelle très grande, qui dépasse souvent ce qu'on appelle la variabilité entre les groupes. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Le vrai problème avec les stéréotypes, c'est qu'ils forcent un processus de généralisation qui revient à écraser cette variabilité interindividuelle dont on parle, qui est vraiment une règle d'or du vivant. La variabilité, c'est la règle de la diversité, c'est la règle d'or du vivant. Et donc, la stéréotypie a ceci de gênant qu'elle amène à penser que, finalement, là, il y a moins de variabilité que là. Et souvent, pour reprendre les propos d'Angela, souvent on fait ça avec les hors-groupes, les groupes qui ne sont pas les nôtres. Nous, on est tout à fait d'accord pour dire que les membres de nos groupes, il n'y a pas de problème, on est différents, on a nos forces, nos faiblesses, on est tous différents. Ce sont les hommes qui sont semblables. Et bien sûr, si on a affaire à un stéréotype positif, tant mieux pour eux, mais si le stéréotype est négatif, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la déindividuation, etc. Et je rappelle rapidement, parce qu'il était question des groupes et des in-groupes, qu'on fait ce que je disais Angela, une petite expérience très très simple, qui est redoutable. Et j'aurais aimé la monter, cette expérience. On vous fait venir au laboratoire pour juger de l'intérêt de syllabes sans signification. On vous présente sur l'écran d'un ordinateur, on dit, voilà, on s'intéresse à vos préférences esthétiques, et donc on vous montre des syllabes au centre de l'écran qui n'ont pas de signification, et vous devez dire à chaque fois, pour chacune de ces syllabes, il y en a 200 ou 250, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Par exemple, XAF. Bah, y a des gens qui pourraient dire, oui, XAF, moi j'aime bien, phonologiquement, ça me plaît. Puis d'autres, bah non, c'est pas beau du tout, XAF, voilà. Bon. Mais on fait précéder, pendant un temps très court, qui ne permet pas d'accès très conscient, chaque syllabe sans signification du pronom nous ou du pronom eux. Nous, eux. Nous, eux. On l'a employé des milliers de fois dans notre vie. Nous, eux. Et le résultat, c'est que les gens préfèrent les syllabes sans signification, préfèrent précéder du nous par rapport à celle précédée du eux. Alors, méthodologiquement, c'est très bien fait, méthodologiquement, c'est très, très, très propre, c'est été reproduit. Et donc, ça, c'est un sacré problème, parce que comment élever nos enfants sans les amener à ce découpage, nous, nos groupes d'appartenance, eux, les autres. C'est très très compliqué, donc on voit qu'on est... Le piège est dès le départ, en quelque sorte. Donc on reviendra là-dessus. Oui, Je vais faire tout le monde là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas, Angela, si vous voulez nous parler de l'expérience que vous avez faite aussi pour montrer à quel point c'est ancré
ces stéréotypes jusqu'à être ancrés dans notre cortex moteur. Même, vous avez fait une expérience qui est très intéressante aussi à ce sujet-là. On voit que c'est quelque chose qui est profondément en nous, ce mode de fonctionnement. Oui, si vous permettez, avant je voudrais dire quelque chose, parce qu'on parle du cerveau, mais il y a une chose qui doit être claire, que les stéréotypes n'ont pas un fondement biologique, pas du tout. Ils sont d'origine culturelle, d'ailleurs ils varient d'une société à l'autre. Et paradoxalement, dans les sociétés démocratiques, les stéréotypes sont beaucoup plus forts, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'en fait, il y a plus de retenue et ce qu'on observe, c'est des stéréotypes implicites, qu'on appelle les stéréotypes implicites, qui sont les plus difficiles à combattre. Donc, la question biologique, en fait, donc c'est est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui s'activent pour les stéréotypes? Oui, ça oui. Mais il n'y a pas un fondement biologique, c'est-à-dire il n'y a pas une naissance biologique, le stéréotype, quel que soit, comme par exemple ça pourrait être l'attachement maternel. L'attachement maternel, on sait qu'il y a une région particulière qui est l'hypothalamus, qui une fois que les neurones ils sont lésionnés dans cette région, il n'y a plus d'attachement maternel. La mère ne s'attache plus à ses petits, etc. Les stéréotypes, ce n'est pas le cas. Donc c'est un fait exclusivement culturel. On a des mécanismes biologiques qui font favoriser leur émergence, mais les stéréotypes ne sont pas ancrés dans notre biologie. Le mécanisme biologique, c'est une réaction, en fait, à ce que les stéréotypes vont activer dans notre corps, donc dans notre cerveau, effectivement. Et donc c'est la réaction. Si je vois un visage qui me fait peur, parce que j'ai un stéréotype très fort des races, par exemple, eh bien, à ce moment-là, oui, je vais activer des régions qui sont impliquées dans les traitements de la peur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça, c'est une classique dans la littérature des stéréotypes. Voilà. Donc là, on a fait une expérience dans laquelle, en général, comme je dis, les stéréotypes ils sont explicites, mais peuvent être aussi implicites, comme ça a été déjà dit. Mais quand on parle des stéréotypes implicites, on parle des stéréotypes qui restent toujours très cognitifs, en fait. Il y a une autre catégorie de stéréotypes dans lesquels la personne, l'individu peut somatiser les stéréotypes, c'est-à-dire qu'il va dire non, je ne suis pas du tout raciste, moi, mais en fait, lorsqu'on regarde la réaction de son corps, c'est ça qu'on observe, il est raciste. Donc on a fait cette expérience dans laquelle on a voulu voir comment une région du cerveau, qui est le cortex moteur, réagit à l'activation d'un stéréotype. Donc des sujets voyaient une main qui se faisait piquer. Et donc on testait un peu l'empathie du sujet à la vie de cette main qui se faisait piquer, ou il se faisait, comme dit, chatouiller avec une coton-tige. Et donc la main, à l'occurrence, ça pouvait être une main blanche, c'est donc correspondant à l'identité du sujet, ou une main noire, correspondant aussi, on a testé des sujets de couleur et des sujets blancs. Et donc, ce qu'on a observé, on a ensuite stimulé le cortex moteur pour voir sa réaction à la vue de la main qui se faisait piquer. Donc là, vous avez une vidéo. Donc là, ça fait mal. Je vous jure, c'est pas André l'aiguille. Hein. Voilà. Et donc, on a regardé la réaction motrice des sujets à la vue de ces deux vidéos. Alors, lorsqu'on stimule le cortex moteur, on active ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle un potentiel moteur, d'accord, qui est activé parce que en fait la région qu'on active, qu'on stimule, c'est la région qui encode les muscles qui se voient piquer dans ce cas. Et donc on regarde à la réaction de ces muscles au niveau du cerveau. Oui, on regarde chez les gens qui voient la main se faire piquer comment leur cerveau réagit en rapport avec leurs propres muscles. Oui. Voilà, d'accord. Donc en général, lorsqu'on voit la main blanche, la réaction que vous avez, c'est
une réaction de rétractation. Si la personne a elle-même la peau blanche. C'est Voilà. dans le cas. C'est une réaction de freezing, on appelle. Okay? C'est-à-dire que vous vous bloquez, en fait. C'est comme lorsqu'il y a un danger, on bloque notre système moteur. Okay? Ça arrive très souvent, ça. Et donc, on a regardé la différence entre main blanc. Et donc, lorsqu'on fait du freezing, il n'y a plus de potentiel moteur. Alors que lorsqu'on ne fait pas du freezing, il y a un potentiel moteur. Et donc, lorsque les sujets blancs regardent une main blanche, donc, non, c'est un peu compliqué, c'est graphique, mais en tout cas, je vais vous expliquer. Lorsque les sujets blancs regardent une main blanche qui s'est fait piquer, il n'y a plus, les potentiels moteurs, il est complètement aboli. Okay? Alors que lorsqu'ils regardent une main noire qui s'est fait piquer, le potentiel moteur, il est rétabli. Et on a le contraire chez les personnes de couleur. Donc en fait, on a activé un stéréotype très 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 implicite parce que c'est leur système moteur dont ils ne sont pas du tout conscients qui est activé. Et on a, ce stéréotype et ça marche dans les deux cas. Donc ça dure quelques millisecondes, enfin, c'est extrêmement fugace ce que vous détectez là, Oui. mais c'est réplicable, c'est systématique. Exactement. Si je vois une main de la couleur de ma propre peau qui se fait piquer, je vais réagir, je vais avoir voilà, freezer, comme vous disiez. Ouais. Et par contre, si c'est une autre couleur, ça ne marche pas. Mais, voilà. Ouais, d'accord. Mais il y a une petite nuance que vous allez peut-être nous expliquer avec une couleur qui n'existe pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, ensuite, on teste ces sujets-là à des tests, on regarde leur degré de stéréotypie de la race. Okay? Et aucun de ces sujets, il a dit qu'ils étaient racistes. En fait, aucune personne résultait raciste, en particulier les personnes blanches. Parce qu'en fait, cet effet il était surtout très important chez les personnes blanches plutôt que les personnes noires, dans lesquelles on avait moins de différences entre les conditions. Mais par contre, lorsqu'on introduisait une familiarisation du sujet, par exemple, les sujets qui venaient tester rencontraient une personne de couleur au laboratoire et on lui disait, voilà, c'est sa main. Okay? Donc cette familiarisation rétablissait en fait l'organisation corticale de ce potentiel moteur au point qu'à la fin, disparaissait comme lorsqu'il voyait une main blanche. Donc, la vie d'une main noire familière éliminait d'une certaine façon les stéréotypes et modulait aussi à nouveau l'activité corticale. Donc voilà, dans ce cas, c'était des étudiants, hein, donc c'est peut-être facile de rétablir leur stéréotypie, disons. Et donc, je pense qu'il il pourrait y avoir peut-être toujours de l'espoir pour modifier l'activité cérébrale et éliminer certains stéréotypes. Oui, parce que vous aviez une explication sur le contexte, sur les raisons pour lesquelles les personnes blanches avaient peut-être un peu plus étaient peut-être un peu plus affectées entre guillemets par cette réaction par rapport aux personnes noires, comme vous le disiez, ou est-ce que ça peut s'expliquer par un contexte? Parce qu'en général, les stéréotypes de race, c'est toujours contre les noirs, plutôt, contre les blancs. Donc, chez les blancs, on l'active automatiquement. Donc c'est vraiment le contexte qui fait qu'en plus, ça va être plus marqué. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le stéréotype n'est pas quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui est créé par un contexte. Absolument. Absolument. Alors, cette expérience a été réalisée à l'Université de Rome avec mes collègues à Rome. Et effectivement, la communauté noire, elle n'est pas très représentée en Italie. Enfin, maintenant un peu plus, mais à l'époque, quand on a fait l'expérience, un peu. Et vous aviez fait l'expérience aussi avec une main, c'est pour ça que je parlais d'une couleur qui n'existait pas tout à l'heure, avec une main violette, et c'était... Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous avez vu? La main violette, en fait, qui se faisait piquer, induisait la même réaction que lorsqu'on voyait la main blanche qui se faisait piquer. Donc, ce n'était pas la couleur en elle-même, mais c'était l'idée qu'il appartenait à une autre ethnie qui produisait cette réaction au niveau cérébral. D'accord.
C'est vraiment intéressant, ça interpelle, ça pose beaucoup de questions. Vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure sur l'éducation, sur la façon dont on va peut-être même inconsciemment passer certains stéréotypes. Et justement, je reviens vers vous, Pascal Huguet, parce que c'est une question importante, ça, à partir de quand les stéréotypes émergent. Et je pense à un stéréotype en particulier qui est le stéréotype de genre, qui émerge très tôt, comme vous allez nous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur l'émergence de ce stéréotype de genre chez les enfants? Alors, ce qu'on sait, c'est que ça commence très tôt. Le premier stéréotype que construisent les enfants dans nos sociétés, c'est le stéréotype domestique, c'est-à-dire qui s'occupe des corvées à la maison. Donc, les enfants construisent très vite l'idée que ce sont les femmes. Puisque c'est maman qu'on voit faire la vaisselle, ou sortir, vider de la vaisselle, etc., ou transporter le linge, etc., plus souvent que papa. Donc un modèle féminin qui est associé à des tâches ménagères. Très tôt, les enfants, par ailleurs, quand on leur demande, très petits, de dessiner une personne qui fait de la science, après quelques précautions pour expliquer ce que c'est que la science, dessinent quasiment toujours un homme assez âgé, avec pas mal de poils. Ça a évolué depuis quelques décennies, c'est plus nécessairement lié aux fluctuations, parfois c'était encore plus fort, ça a pu diminuer un petit peu, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses se mettent en place très très tôt, et les enfants sont capables de faire ces généralisations dont on parlait tout à l'heure, qui sont vraiment la racine des stéréotypes. Donc, puisque j'observe plus souvent des femmes faire ceci que les hommes, alors j'en déduis que j'infère que les femmes sont faites pour ça et les hommes sont faits pour autre chose. Donc ça, évidemment, c'est câblé dans la socialisation, ça va très vite. En plus, quand l'industrie sort des petites poupées Barbie qui disent « les maths, c'est difficile » et que Ken, leur mari musclé, ne dit rien, forcément, les petites filles fabriquent très vite l'idée que il y a des domaines réservés aux garçons, etc. Bon, cette poupée qui a été sortie par Catel a fait l'objet d'un scandale, a été retirée du marché, mais si vous regardez les rayons de jouets au moment de Noël, franchement, c'est très facile. Vous allez au rayon des jouets, et vous regardez les images qui sont proposées sur les jouets, c'est hyper sexiste. Voilà. Alors on a fait cette recherche avec une équipe du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est intéressante parce qu'elle montre aussi des incidences très tôt de la stéréotypie de genre en relation avec les mathématiques notamment. On montre, dans cette grande revue, je vous la montre comme ça parce qu'on est content d'avoir publié dedans, on ne peut pas publier tous les jours dans cette revue-là, mais quand on y arrive en décembre, on le dit, sauf quand on dit modestie, moi je suis modeste donc je dis je suis content. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec les publications scientifiques, Nature, c'est un des 2 plus grands journaux scientifiques au monde, et effectivement, c'est extrêmement impressionnant. Voilà, je crois qu'on est 10 sur la publication, donc je remercie aussi tous les collègues qui ont contribué au passage, et l'équipe de Stanislas Dehaene. Qu'est-ce qu'on montre? On montre sur les tests standardisés, les premiers tests standardisés de mathématiques, qu'au départ, au moment du démarrage du CP, cours préparatoire, pas de différence entre les garçons et les filles sur ces tests de mathématiques très rudimentaires. Ça, c'est complètement compatible avec la littérature scientifique mondiale sur les différences éventuelles entre hommes et femmes en mathématiques. On ne les trouve pas. Il n'y a pas un article scientifique au monde qui viendrait là, qu'on vous pourriez poser sur la table et qui nous dirait, vous voyez, bon, les femmes peuvent réussir, mais en moyenne, c'est plus dur pour elles que pour les hommes. Et donc avec la même inégalité pour les sciences réputées les plus dures qui requièrent des compétences en mathématiques très fortement. Et puis, milieu de CP, ça commence à apparaître. Fin de CP, c'est début de CE1, avantage très clair en faveur des garçons. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi dans cette recherche, qui quand même porte sur les données de 3 millions d'enfants français, à montrer que le facteur responsable de cette différence qui apparaît très tôt au cours du développement,
on est en train de parler du CP, fin de CP et début de CE1, c'est la durée de fréquentation du dispositif scolaire. Avec l'entrée des enfants dans le dispositif scolaire, manifestement, les choses se mettent en place. On pourrait penser que, non, mais ces différences ne sont pas là au départ, parce que il faut attendre un certain niveau de maturation du système nerveux pour que s'expriment les différences à la faveur des garçons. Non, c'est pas ça qui joue. On a montré que les données ne sont pas cohérentes avec cette explication. La différence en faveur des garçons n'émerge pas en raison de la maturation du système nerveux avec le temps, elle émerge en raison même de la fréquentation du dispositif scolaire. Ça veut dire que les stéréotypes s'invitent très tôt dans le système scolaire. Ce qu'on pense, c'est que probablement que les enseignants, qui d'ailleurs ne sont pas du tout formés, très très peu sur ces questions-là, et on ne peut pas les blâmer, produisent un certain nombre de comportements qui font comprendre aux enfants un certain nombre de réalités qui sont de l'ordre plus de la stéréotypie que de ce qu'il faudrait construire mentalement. Par exemple, on sait, et c'est démontré il y a longtemps, que on interroge plus souvent en cours de maths et en cours de sciences, on interroge plus souvent les garçons que les filles. Quand on les interroge, on ne les récompense pas de la même façon en cas de réponse correcte. On dira plus facilement à une fille qui a donné une réponse excellente, c'est bien, tu as bien travaillé. Là où on va dire pour la même réponse à un garçon, c'est bien, tu es doué. Donc répéter des dizaines, des centaines, des milliers de fois au cours d'un cursus scolaire, forcément le cerveau construit l'idée que voilà, il y a un sexe qui est plus fait pour les sciences que l'autre. Et puis on a aussi fait des petites recherches expérimentales il y a longtemps, déjà, et tout ça, ça a été reproduit. Chez les enfants de 6e, 5e, vous voyez, je vous demande d'observer cette figure. C'est une figure inspirée de la figure complexe de Reiss-Ries, peu importe, qui est utilisée en neuropsycho. On la montre pendant un temps très court aux enfants, en situation individuelle ou en situation collective, avec la consigne de la mettre en mémoire. On leur dit, voilà, on regarde bien cette figure, essaie de la mémoriser, parce que tout à l'heure, on va te demander de la reproduire main levée, papier-crayon. Voilà. Bon, vous voyez tout de suite que, ou si vous voulez mettre ça en mémoire, vous dites, ok, le grand triangle, les diagonales, tout ça. Mais bon, il y a un certain nombre de détails, vous savez, avant d'avoir à la reproduire, que ça va être compliqué. Hein. Pour les enfants, c'est la même chose. Et puis, on leur fait le coup suivant, expérimentalement, on crée 2 conditions. Dans une condition, on dit aux enfants, ce test-là va nous permettre de mieux évaluer tes compétences en géométrie. Et dans une autre condition, de mieux évaluer tes compétences en dessin. Et on procède à une assignation aléatoire des enfants à l'une des 2 conditions. Au hasard, certains vont se retrouver dans la condition géométrie, d'autres dans la condition dessin. Donc la géométrie, c'est l'étiquette qui va évoquer plutôt les maths, les sciences. Le dessin, voilà l'espace artistique. Donc voilà les résultats. Donc d'abord en géométrie, c'est très intéressant, supériorité des garçons sur les filles. Et là, vous avez même une partie de la communauté scientifique qui est prête, vent debout, à dire c'est normal, hein, dans tout ce qui est visuo-spatial, c'est le masculin qui domine. Donc c'est ça que vous trouvez, point barre. Oui, mais on a fait la condition. On a fait la condition dessin. Et là, on renverse la différence. Alors que le test est strictement identique dans les 2 conditions. Les consignes sont les mêmes, à l'exception de l'étiquette qu'on pose sur le test. Géométrie versus dessin. Donc on voit à quel point la signification produite par la machine cérébrale à propos de ce qu'elle est en train de faire maintient ici, via un stéréotype négatif sur les filles, maintient les filles à un niveau suboptimal, c'est-à-dire en deçà de ce qu'elles sont capables de faire en réalité. La preuve, dès qu'on change l'étiquette, on obtient un phénomène complètement différent, c'est-à-dire un renversement des performances. Et vous parliez tout à l'heure de la répétition, c'est la répétition au fil des années qui fait qu'on se retrouve dans ces conditions-là, la répétition du stéréotype, enfin j'ai appris la répétition de faire dire aux filles, ou qu'elles entendent dire, mais puis c'est pas dit de façon très explicite, que les garçons seraient plus doués, et elles qu'elles doivent travailler plus. Enfin, oui, cette répétition qui passe par des messages très subtils dans la société tous les jours, dans les familles, à l'école, sur le lieu de travail plus tard, elle crée un sentiment de familiarité avec cette information qui crée l'illusion de l'objectivité, hein, ce qui est très familier. Déjà, il faut le savoir, c'est quand même intéressant avec la propagande à laquelle on a affaire maintenant via le net.
une information répétée devient familière, la familiarité donne l'illusion de la vérité. Et si vous constatez qu'en plus, les gens avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, quand je dis vous, c'est moi aussi, des réseaux sociaux réglés par des algorithmes affinitaires, les amis de mes amis, alors vous constatez que les gens qui vous ressemblent pensent comme vous. Et donc le consensus crée l'illusion de l'objectivité. Et c'est bouclé. Vous avez raison, même contre tout un tas d'évidences contraires, vous y croyez dur comme fer. Nous y croyons dur comme fer. Voilà. Alors, avec la stéréotypie, c'est la même chose. Et ça, évidemment, ça perdure au fil des années, et à mesure que les enfants grandissent. Comment ça se traduit pour la suite, quand ils deviennent adolescents, quand ils deviennent... Oui, alors, à l'adolescence, c'est redoutable. Je vais vous montrer deux, trois choses que nous avons produites. Et d'ailleurs, nous avons alerté à l'époque le ministre de l'Éducation nationale, c'était Jean-Michel Blanquer. On lui a remis un rapport en juillet 2021. Dans une action qui avait été très concertée avec le ministère pour mesurer la stéréotypie de genre dans les orientations chez les lycéens du XXIe siècle. Les lycéens du XXIe siècle, il ne faut pas les emmerder. Il ne faut pas aller leur dire, les jeunes qu'on connaît, il ne faut pas aller leur dire stéréotypes, etc., stéréotypes de genre, vous êtes peut-être sous l'emprise de stéréotypes de genre, parce que les jeunes n'aiment pas ça, se sentent libres, autonomes, responsables dans leur choix d'orientation. Et pour eux, les stéréotypes, c'est les vieilles casseroles du 20e et du 19e, c'est pas pour eux. Donc nous, on a mesuré des estimations de probabilité des lycéens pour tous les enseignements de spécialité. Vous savez qu'ils font des choix dans la voie générale, ils choisissent d'étudier en classe de première telle et telle discipline et pas telle autre. Et donc, on peut dégager de ça un indice de stéréotypie de genre. En gros, l'indice de stéréotypie de genre, c'est quoi? C'est la croyance selon laquelle les garçons seraient faits essentiellement pour toutes les disciplines scientifiques et les maths, et les filles seraient faites pour les disciplines littéraires. Voilà. Mais sauf que les élèves qu'on interroge peuvent le penser plus ou moins quand même, tout le monde n'est pas là-dedans. Et la question que personne n'avait regardée, ni en France, ni en Europe, ni ailleurs dans le monde, c'est quelle est la distribution statistique de la stéréotypie de genre. C'est une question simple, et parfois il faut se les poser, ces questions simples. Quelle est la distribution statistique? C'est-à-dire, quelle est la proportion des élèves de nos lycéens du XXIe siècle installés dans une représentation hyper stéréotypée ou contre-stéréotypée, c'est-à-dire qui penseraient l'inverse de ce que raconte le stéréotype, ou qui seraient installés dans une vision stéréotypée mais légèrement, modérément? Pas facile, on peut si je vous demande là tout de suite, combien d'entre vous pensent que le pourcentage sur la stéréotypie extrême dépasse 60% des lycéens? Y a-t-il plus de 60% des lycéens qui pensent absolument comme le dit le stéréotype, c'est-à-dire les maths, les sciences, c'est pour les hommes, le reste, c'est pour les femmes? Bon, on a quelques-uns quand même, je pense plus de 60%. Et la contre-stéréotypie, c'est intéressant de se poser la question de savoir, nos ados là, qui ont tout vu, tout compris, qui savent tout, qui ont déjà une longue vie derrière eux, combien sont contre-stéréotypiques? Combien sont contre-stéréotypiques? 5%, 10%, 20%, 30%? C'est une vraie question, faut le savoir. Quelle est la distribution? Alors, je vous la montre. La distribution, vous voyez la contre-stéréotypie, elle est tout à fait à gauche. Donc, sur l'axe horizontal, vous avez différentes catégories. La contre-stéréotypie, l'absence de stéréotypie, la stéréotypie faible à modérée, modérée à forte, voire extrême. Et là, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord qu'en contre-stéréotypie, nos ados ont beau penser totalement différemment de nous, ils sont quand même pas nombreux à le faire, dans les faits. Absence de stéréotypie, environ 30%. En seconde, en première, en terminale, dans la voie générale, c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les caractéristiques de ces élèves qui échappent à la stéréotypie. Pour l'instant, on ne le sait pas, les travaux commencent. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en stéréotypie forte à extrême, on a jusqu'à 50% en classe de terminale, c'est-à-dire au moment de faire leurs vœux dans Parcoursup, les jeunes sont 1 sur 2 en stéréotypie extrême. Stéréotypie extrême, c'est vraiment ces élèves qui vous disent les chances de succès des filles en maths, sciences dures, c'est 0. Ça, c'est pour les garçons. Et puis qui vous disent l'inverse pour
des disciplines littéraires. Donc c'est assez effrayant, évidemment. Et puis, on a découvert que c'est la même chose pour la voie technologique. Hein, vous vous souvenez, il y a la voie générale, il y a la voie technologique, et puis il y a la voie professionnelle. La distribution est la même dans la voie technologique, donc on passe vite. La voie professionnelle, c'est un phénomène encore un peu plus prononcé. Là, que pensent les élèves de CAP, première année, deuxième année, seconde pro, première pro, terminale pro? Ça concerne un sacré paquet de jeunes quand même. Hein. On n'est pas tous dans la voie générale. On pense toujours à la voie générale quand on est un peu... Mais il y a la voie professionnelle. Il y a des enfants qui, dans la voie professionnelle, sont des Ferrari. Hein. On en trouve partout des Ferrari. Bon, sont-ils sous l'emprise des stéréotypes? Oui. Exactement de la même façon, de manière peut-être même encore un peu plus prononcée. Voilà, donc métier de fille, métier de garçon, etc. Donc on est mal barré parce que c'est à peu près ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on devrait avoir si, dans les 40 dernières années, nous n'avions rien fait pour lutter contre les stéréotypes. On aurait ça, pour se dire, ouais, on va s'en occuper. Ouais, on s'en est déjà un peu occupé. Et on a encore ça sous les yeux, là. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est simple, ce sont des pourcentages, mais qui nous disent la société de ce point de vue-là ne va pas très bien. On veut réduire les inégalités, notamment les inégalités de genre. On a de futurs citoyens là, qui arrivent, qui sont porteurs, quand nous avons pu été porteurs ou porteuses nous-mêmes dans le passé, d'un certain nombre de vieilles casseroles qui en effet nous viennent de loin, on a déjà parlé. Merci. Ça n'a pas l'air de s'arranger. C'est très intéressant et un peu long. C'est un peu con. Mais justement, par rapport aux stéréotypes de genre, vous vouliez nous parler aussi de travaux qui sont assez évocateurs. Je vous laisse Oui, je suis présenter. d'accord avec Pascal, c'est vraiment l'un des stéréotypes les plus terribles qui existent parce qu'ils s'attaquent vraiment à tout ce qui est intellectuel. La différence entre hommes et femmes, c'est lié à ce qu'une étude récente a appelé la brillance intellectuelle. Et cette distinction qu'ils font les garçons et les filles, on la voit effectivement dès l'âge de 6 ans, aussitôt qu'ils entrent à l'école. Et ça va traîner toute la vie. Je voulais vous présenter cette étude parce que c'est une étude faite par Christine Deruel à Marseille. Et elle a voulu voir si certaines catégories de patients ont des stéréotypies. Et en particulier, je crois qu'il y a des problèmes. Ah oui, Les patients avec le syndrome de Williams. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes familier avec ce syndrome? Le syndrome de Williams, c'est des patients qui ont une délétion d'une partie du chromosome 7. Et c'est qu'on on les étudie beaucoup parce qu'ils sont vraiment les contraires des autres. Le micro, juste un peu plus près de la bouche. Okay. Les contraires des sujets autistes. C'est-à-dire qu'ils sont hyper sociables. Par exemple, s'ils sont dans un endroit où ils ne connaissent personne, s'ils arrivent ici, ils sont capables de venir embrasser tout le monde. Okay? Et donc, ils ont cette hyper sociabilité qui, effectivement, ça fait rire au début, mais après, ça peut devenir dangereux pour eux. Mais, donc, Christine Deruel a voulu voir si, vu cette hypersociabilité, si les stéréotypes de racisme étaient présents chez ces patients. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'ils n'ont aucun stéréotype de race, en fait. Donc, il a montré des figures, il a raconté une histoire, et après, il a dit à quel personnage tu attribues cette histoire. Donc, c'était personnage blanc, personnage noir. Et en fait, il choisissait de façon indifférente les personnages noirs ou les personnages blancs. Par contre, lorsqu'il les a soumis à un exercice de genre, lié au genre, eh bien là, on a vu tout de suite les stéréotypes. Et donc, c'est très intéressant que lors d'un dysfonctionnement cérébral, tous les autres stéréotypes tombent, sauf celui de genre. Donc, ça vous montre effectivement la force de ces stéréotypes qui en fait, c'est un des plus terribles, comme je dis. Merci Angela, c'est vraiment intéressant. Une fois que ces stéréotypes sont ancrés,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour... est-ce qu'on peut les déconstruire? Alors, on voit que c'est compliqué apparemment, puisque depuis 40 ans, on n'a pas réussi à le faire dans l'éducation nationale en tout cas. Est-ce que là, je m'adresse à vous deux indifféremment, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites et dont on a vu qu'elles fonctionnent pour déconstruire les stéréotypes, que ce soit en laboratoire ou plus largement dans la société? Oui, il y a eu des tentatives aux États-Unis de faire une espèce d'atelier hein, qui s'appelle les UB Training, c'est Unbiased Training, donc c'est le training non biaisé, dans lequel on cherche à parler des stéréotypes, à porter à la conscience les stéréotypes. Mais en fait, toutes ces tentatives, ils n'ont pas eu du succès. Par contre, on avait une expérience qui a été faite toujours à l'Université de Rome, dans laquelle ils ont fait un jeu de réalité virtuelle, et donc les sujets étaient plongés dans la peau d'une personne de couleur ou d'une personne blanche. Et après, on a mesuré avant et après les performances à ce qui est les IAT, c'est-à-dire les tests d'association implicite, qui testent en fait les niveaux des stéréotypes, les niveaux la gravité des stéréotypes qu'une personne porte. Et donc, je pense que là, c'est ça. Oui, c'est pas grave. C'est là, donc il y a une vidéo. Les sujets, il est avec un casque de réalité virtuelle et on lui présente différents avatars. Et ces avatars, ils sont des différentes ethnies. Et on voit que lorsqu'on fait les tests l'IAT, après avoir immergé ces personnes dans les différents personnages et différentes couleurs, disons, on voit que les niveaux de racisme diminuent notablement. Après, tout cela, il reste quelque chose en laboratoire. Donc, on ne sait pas vraiment si ça va marcher dans la vie réelle. Mais c'est clair qu'avec la familiarisation des individus, la familiarisation peut amener à je ne dis pas un effacement, mais à une recalibration du stéréotype en faveur d'un stéréotype positif. D'accord. Et pour espérer recalibrer les stéréotypes, il faut aussi réussir à les détecter correctement. Et là, je me tourne de nouveau vers vous, Pascal Huguet. Comment est-ce qu'on fait pour détecter les stéréotypes chez les adultes? Est-ce que c'est quelque chose qui est simple à faire? Est-ce qu'il y a des protocoles qui fonctionnent? Voilà, comment on le fait? Et en particulier, il s'agit de stéréotypes implicites, comme on va le voir maintenant. Oui. Il y a notamment donc sur cette question-là un test qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il est simple et prétend mesurer la stéréotypie de genre en relation avec les maths et les sciences, pour reprendre cet exemple-là, en cohérence avec ce qu'on a montré auparavant, qui a fait couler beaucoup d'encre pour savoir si ce test mesure bien ce qu'on dit qu'il mesure. Mais ça, c'est les débats habituels. Hein. En science, on met un truc sur la table, et puis une équipe arrive pour essayer de le démolir. Et c'est normal, c'est sain. C'est pour ça qu'à l'époque du Covid, quand les scientifiques s'engueulaient entre eux, c'était plutôt sain. Ça veut dire qu'ils échangeaient, qu'ils débattaient, et qu'on n'a pas nécessairement un consensus absolu pour aller vers telle et telle décision. Bon, il y a eu des débats. Les débats ont été tranchés pour les plus importants. Et maintenant, on utilise beaucoup ce test des associations implicites, ce que Angela appelle IAT. J'ai jamais appris en français. Voilà. Et donc, ce test présente pas mal d'intérêt. Déjà parce qu'il permet de sonder donc, la stéréotypie dans sa dimension implicite, ça veut dire non déclarative. Si vous interrogez autour de vous les gens, en général, sur la question de femmes et maths, femmes et sciences, au niveau explicite, lorsque vous donnez la possibilité aux gens de contrôler leurs réponses, lorsque vous leur soumettez des questionnaires ou vous les interviewez, en général, les gens ne disent pas trop de grossièreté, sont quand même d'accord pour dire mais oui, les femmes ont leur place en sciences, oui, les femmes ont leur place en maths, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème, etc. Et parfois de manière absolument convaincante, mais on peut être habité par cette idée de l'égalité et en même temps, à un niveau plus implicite, c'est-à-dire moins contrôlable, c'est-à-dire le niveau de toutes les associations qu'on a pu construire depuis l'enfance.
ce qu'on évoquait tout à l'heure, on peut être dans le rouge. On peut être totalement dans le rouge. Sans s'en rendre compte. De manière, oui, gravissime. C'est-à-dire vraiment être dans le vert au niveau explicite, déclaratif, et être totalement dans le rouge. Alors il y a deux registres. Le registre explicite, le registre implicite. Et ces deux registres sont liés, ont des incidences sur la manière dont on va se comporter. Si le registre implicite n'avait pas de lien avec la manière dont on se comporte, on pourrait se dire, on s'en fiche. Le cerveau va fabriquer ça, mais ça n'a pas d'incidence. Non, non, ça a des incidences comportementales importantes. Par exemple, enfin je coupe, mais par exemple comme incidence comportementale, qu'est-ce qu'on, si on est recruteur et qu'on est soumis à des stéréotypes implicites sans avoir confiance, sans avoir conscience, on peut avoir un jugement biaisé. Oui, parler de ce genre. On a des études qui montrent que quand vous interrogez les recruteurs sur les raisons pour lesquelles ils ont recruté telle et telle personne, les recruteurs en général vous disent c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et expérimentalement, scientifiquement, on arrive à montrer que non, c'est pas ça qui les a influencés, c'est autre chose, et souvent c'est les stéréotypes implicites. C'est pas rien quand même. Les recruteurs sont pas formés dans ce domaine-là. Peu détectables dans le discours, car généralement en dehors du champ de la conscience, ce que je disais tout à l'heure, toute leur corrélation faible avec les attitudes explicites déclaratives. Et tout ça implique pour leur détection la mise en œuvre de mesures plus subtiles. Au lieu d'interroger les gens via un questionnaire par exemple, on mesure des temps de réponse avec une précision de l'ordre de la milliseconde, des liens établis entre mémoire sémantique, entre des concepts féminins ou masculins et par exemple mathématiques, sciences. Mais ça peut être aussi, comme on l'a fait plus récemment, la capacité à associer le plus rapidement possible femmes et réussite économique, hommes et réussite économique. Pas nécessairement femmes et sciences, femmes et maths. Donc on peut jouer, on peut faire plein de choses. Et dans mon labo, on a recueilli énormément de données à ce sujet-là. Donc comment ça marche? Là, j'ai besoin de la slide suivante. S'il vous plaît bien écouter un tout petit peu. Donc, concrètement, c'est assez simple. Hein. Je demande juste un peu d'attention, il est tard, mais test informatisé impliquant simplement d'attribuer, c'est une tâche de placement de mots, hein, d'attribuer le plus vite possible des mots, par exemple femme, homme, présentés un à un au centre de l'écran de l'ordinateur, à des catégories présentées en haut, à droite ou à gauche de l'écran, qui peuvent être regroupées de manière congruente ou pas avec le stéréotype recherché. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout comprendre. On mesure les temps de réponse en millisecondes. Typiquement, les individus qui sont rapides sur les essais compatibles avec le stéréotype et ralentis sur les essais qui sont incompatibles avec le stéréotype. Alors, vous allez tout de suite comprendre comment on fait. Voilà, vous imaginez, vous êtes derrière un ordinateur, on vous a dit, tu peux ranger les mots en haut à droite ou à gauche. Par exemple, garçon, ça va dans la catégorie masculin, donc vous savez qu'il faut appuyer sur la touche à gauche du clavier. Femme, ça va plutôt vers le féminin. Fille, féminin. Homme, masculin. Alors, même en CM2, on saurait le faire, oui, on peut aussi avec les enfants. Donc, quand la catégorisation est rapide, évidemment, pour ce genre de choses, fille, féminin, homme, masculin. Autre essai où c'est rapide, les maths, c'est des sciences ou des lettres? Bon, évidemment, c'est plutôt de l'ordre des sciences. Littérature et lettres, par définition, physique, plutôt des sciences. Mais on présente aussi ces configurations. On a toujours maths, femmes, littérature, homme. Il y a beaucoup plus de mots. Hein. Vers les catégories compatibles avec le stéréotype. Pourquoi compatibles? Parce qu'on a du même côté d'écran, masculin et sciences. Masculin et sciences, ça vient bien ensemble, pas de problème. Normalement, je dois rester assez rapide dans mes associations. Féminin, lettres, dans l'espace du stéréotype, c'est compatible. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est cette touche. Oui. Maths, ça va bien avec masculin, ça va bien avec sciences, donc je fais vite. Femme, ça va bien avec féminin, ça va bien avec lettres, donc je fais vite. Littérature, pareil. Homme, tout ça ne me pose aucun problème. Mais ça va se corser là. Lorsque les catégories sont incompatibles. Masculin ou lettres, bon, on dit les grands hommes de lettres. Mais dans l'espace dans lequel on est, où on a évoqué les maths, la science, féminin ou science, non, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est incompatible avec le stéréotype. Donc la question c'est, il s'agit de classer des mots dans des catégories. On se détend. On peut aller aussi vite, quelle que soit la configuration proposée.
théoriquement. Sauf si on a tellement intégré, sémantisé, câblé, appelons ça comme on veut, les associations stéréotypées, que lorsqu'on doit faire le contraire de ces associations, on ralentit. Et vous avez des gens, on a filmé des gens qui passent le test, qui lorsqu'ils ralentissent sur ces configurations s'engueulent. Merde, mais pourquoi? Et c'est vraiment pénible. On a envie d'aller vite, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, ça va moins vite. On l'a illustré de cette façon. C'est moins. Voilà. Alors, en gros, le cerveau, il met à peu près 300 il a à peu près 300 millisecondes de retard à l'allumage pour associer femmes et sciences et femmes et maths. 300 millisecondes, veut dire, bon, si, c'est très important. C'est très très important, puisque, vous le savez, le cerveau met tas de processus en parallèle, fonctionne de manière très très rapide. Là, 300 millisecondes, bon, au début de ces recherches-là, on se disait, est-ce que vraiment, à partir de ça, on peut faire des prédictions sur le comportement, etc. Et puis oui, en fait. Donc, calcul du score de la stéréotypie implicite, je vous le donne parce qu'il faut comprendre un petit peu les valeurs qu'on va montrer pour terminer. On prend les temps de réponse pour les associations incompatibles avec le stéréotype, là où on ralentit typiquement. On leur soustrait les temps de réponse pour les associations compatibles avec le stéréotype, et on divise tout ça par ce qu'on appelle l'écart type des temps de réponse. On a envie d'une valeur un peu standardisée, donc on tient compte de ce que l'on appelle en statistique la dispersion. Hein, on ne fait jamais qu'une moyenne moins une autre, et on divise par la dispersion. Ça donne un score qui peut être positif ou négatif. Lorsque c'est positif, ça indique une tendance à la stéréotypie de genre. Négatif, c'est une tendance contre-stéréotypique, et bien pour avoir eu des centaines de millions de données de cette nature, les scores négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des individus qui produisent des scores négatifs, mais vraiment, on est, si vous voyez les jeux de données qui sont les nôtres, c'est positif, 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 positif. Ça défile, c'est assez effrayant. Quand on regarde la place de la France par rapport à un grand nombre de pays, ce qu'a fait Nosek et collaborateurs, ce qu'ont fait Nosek et collaborateurs dans une grande revue en 2009, on voit que la place de la France n'est pas particulièrement viable, hein, et on n'aura pas le temps de cogiter pour savoir pourquoi certains pays, de manière un peu contre-intuitive, occupent une meilleure place que la France, ont des scores plus faibles de stéréotypie implicite. Mais en tout cas, sachez que voilà, la France, généralement, sur les valeurs de 0,35, donc un score positif, et 0,35, ça commence à cogner en termes de stéréotypie implicite. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à déconstruire, on va dire. Hein. Donc on a fait cette étude, y compris sur les scientifiques, je vous le disais, hein, les scientifiques qui sont capables de... On est normalement habité par l'esprit critique. Hein. Donc, et nous, les scientifiques, est-ce qu'on produit de la stéréotypie implicite, de la stéréotypie de genre? Donc on a regardé ça sur un grand nombre d'évaluateurs qui participent à des jurys pour assurer notamment le recrutement et la promotion des femmes et des hommes dans tout le spectre scientifique, de la physique des particules jusqu'aux sciences politiques. Donc on a toute la science. On rappelle le score de stéréotypie implicite dans l'étude des 61 pays de Nosek et collaborateurs, population générale française, et les gens qui participent, et je le dis très modestement parce que j'en ai fait partie, au Comité national de recherche scientifique, c'est-à-dire qui évalue les pairs. Et quand j'ai proposé l'étude au CNRS, à l'époque, on est en 2010-2011, ça fait déjà un petit moment, et on va probablement le refaire. À l'époque, il y a un risque à proposer cette étude au CNRS, parce que c'est pas facile pour le CNRS de découvrir que peut-être ces évaluateurs sont biaisés sur la question des femmes. Mais j'ai eu une réponse très positive, on y va. Et alors j'ai posé la question, justement, et si les résultats sont beaux, est-ce qu'on publie? Et le doyen, le délégué à la science de l'époque m'a dit, mais quelle question, évidemment, on fait comme d'habitude, si les résultats sont jolis, on publie. Donc ça m'a beaucoup rassuré. 2010-2011, on a fait une étude qui montre des scores de stéréotypie implicite importants, et surtout ce qu'on montre, c'est ça, c'est que plus le score de stéréotypie implicite d'un jury de concours augmente, et moins il recrute de femmes au concours, moins il classe les femmes dans ce qu'on appelle les shortlists, hein, ce qui reste à la fin, là, les 5 ou 6 meilleurs candidats, il y a 2 postes, voilà, est-ce qu'il y a des femmes là-dedans?
chez ceux qui montent des scores de stéréotypie implicite élevés, pas beaucoup de femmes. À la fin, dans les candidates sélectionnées pour une promotion, typiquement passage de chargé de recherche à directeur ou directrice de recherche. Mais ça, c'est vrai uniquement, et c'est la bonne nouvelle de ce jour, écoutez bien ça, c'est vrai uniquement pour les jurys qui trivialisent la question de la stéréotypie. Ceux qui nous disent non. Nous, on évalue sur dossier. On a tout l'historique des chercheurs et des chercheuses. Ce n'est pas un stéréotype qui va nous déglinguer notre évaluation. Contrairement à ceux qui nous disent, oui, on a tout ça et c'est ça qu'on utilise. Et je peux vous dire, ça pose dur, hein, franchement, pour aller s'asseoir autour de la table et évaluer les gens. Franchement, les gens travaillent sérieusement. Mais qui nous disent, on est nous-mêmes, nous sommes des sujets sociaux, socialisés dans une certaine société qui véhicule ces stéréotypes, etc. Donc il n'est pas impossible qu'on se fasse avoir. Ceux-là peuvent montrer des niveaux de stéréotypie élevés, mais sans aucune incidence sur leur décision de promotion. Ceux qui nous disent ça compte pas, c'est marginal, les stéréotypes, et d'ailleurs moi je ne compte pas. Ceux-là, quand ils montrent des niveaux de stéréotypie élevés, recrutent moins de femmes à dossier scientifique identique. Voilà. Donc ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, puisque je disais il y en a une, il faut quand même bien chercher un peu, la bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience, même quand on n'arrive pas à déconstruire le stéréotype, mais déjà la prise de conscience que la stéréotypie, c'est quelque chose de concret, qui a des effets possibles, semble être suffisant pour enrayer un certain nombre de conséquences comportementales. Voilà, qui ne sont pas présentes chez ceux qui doutent. Ceux qui doutent. Le doute, plus que jamais dans notre société en transition numérique forte, avec des millions de messages erronés qui passent chaque jour sur le web, ont un avantage certain pour demain. Mais en même temps, douter dans nos sociétés, c'est pas bon, c'est une compétence de la science fondamentale, et fondamentalement, qui doit être enseignée maintenant aux élèves. L'esprit critique, le doute, etc. Plus que jamais, il faut entraîner nos jeunes à douter pour résister à un certain nombre de tentations simplistes et dangereuses, évidemment. Donc je vous montre pour terminer cette comparaison entre le score de stéréotypie implicite qu'on a mesuré chez des entrepreneurs, Tu nous as pas dit chez des section. investisseurs, chez nos EC et les sections. Donc vous voyez qu'on peut prendre des acteurs très très différents dans la société et qu'on a des scores de stéréotypie implicite importants. Voilà. Merci, oui, là, on est vraiment dans le concret des conséquences de ces stéréotypes sur la société, sur la vie des gens, sur la vie des individus. Je ne sais pas si vous avez encore un peu d'énergie, on a encore un ou deux points à aborder. En parlant de conséquences sur les individus, vous voulez nous parler aussi, Angela, d'une histoire en particulier qui s'est passée là pour le coup il y a plus longtemps, mais qui montre que ces stéréotypes... Oui, brièvement, en fait, je suis effectivement... tout ce qu'il a raconté nous a dit Pascal, effectivement, c'est vrai. J'aurais bien voulu savoir les sections. Tu nous as pas dit les sections. C'est toutes les sections. Non, c'est qui trivialise, tu nous as pas dit. Ah non, c'est indépendamment des sections. Quoi? C'est indépendant des sections. Il y a une section sur deux. Quand on regarde comme ça, il y a 40 sections. Non, tu veux dire, c'est pas par des sections. 40 sections. Qu'est-ce que vous avez... Non, on n'a pas d'un côté, par exemple, les gens qui trivialisent, qui seraient plutôt du côté, tiens, des sciences dures ou des sciences humaines. Et d'ailleurs, quand on a sorti les résultats, les gens qui sont montés le plus au créneau ne sont pas les scientifiques durs. Durs, on va aller vite entre nous, parce que la complexité, elle est partout et à tous les étages. Mais c'est vraiment les gens des sciences humaines. Moi, paradoxalement. J'étais pas mal à l'aise avec ça, parce que moi, je suis très frontière, je suis plus sciences humaines que biologie, mais c'était le cas. Comment, par exemple, admettre qu'on a fait carrière en sciences humaines et qu'on produit ces biais encore, ça montre que, justement, c'est là, c'est dur, il y a une vraie difficulté à chasser tout ça. On peut être intellectuellement, et ça on l'intuite, on peut être intellectuellement très avancé, éduqué, se croire capable de résister à un certain nombre de choses, être capable de raisonnement complexe,
et en même temps être habité par un certain nombre de choses qui nous viennent de très très loin, depuis l'enfance quand même. Depuis l'enfance, et très tôt en enfance. À un moment donné où, en gros, quand on ouvre la porte, on n'a pas l'esprit critique. Le cerveau, il prend tout ça. Il accumule, il sémantise, et ensuite, on a juste à essayer de déconstruire. Mais soyons optimistes, hein. Il y a quand même, voilà, là encore une fois, la prise de conscience de la formation des enseignants, très très important. Tous les profs devraient être formés, pas seulement en formation continue, on a fait de la formation continue en France, puisque maintenant il faut faire de la formation continue sur ses vacances. Il n'y a pas beaucoup de monde en formation continue. Dans la formation initiale des enseignants, il n'y a rien de cette nature. Or, les sciences cognitives, les sciences de la cognition, du comportement devraient jouer un rôle important. C'est le sens aussi de la création du Conseil scientifique de l'éducation nationale, avec des moyens qui restent modestes. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça nous appartient. Il faut avoir conscience qu'il faut aller vers ça. Il faut aller vers plus d'informations, plus de développer le sens critique à l'école, etc. C'est extrêmement important pour lutter aussi contre la stéréotypie et d'autres formes de dogmatisme. Oui. Je pense qu'on est totalement d'accord avec toi. J'espère. En fait, je voulais vous présenter l'histoire de cette femme. Il y a un article dans la revue Science pour illustrer qu'effectivement, les stéréotypes de genre, c'est les plus terribles et ça touche toutes les couches de la société. Ici, on est dans un contexte effectivement très élevé, académique. Donc, il y a eu un bouquin qui a été écrit sur l'histoire de cette femme et tous les sexismes qu'elle a endurés durant son travail scientifique à l'université de Harvard. Elle était une astronome qui s'appelle Cecilia Payne. Et donc cet astronome avait proposé une théorie à Harvard, faisait sa thèse à Harvard, et elle avait proposé que les étoiles, en fait, ils ont plus d'hydrogène qu'on les pensait auparavant. Mais évidemment, son hypothèse a été complètement écartée, ses collègues, ils l'ont complètement ignorée. Mais le plus terrible, c'était le directeur de Harvard, okay, qui s'appelait Abbott, et qui était aussi le président de Harvard, autre qu'être le directeur du laboratoire où Cecilia Payne faisait sa thèse, et qui était aussi par ailleurs c'est la personne qui l'encadrait. Okay. Et alors on savait qu'Abbott avait un comportement très raciste aussi, parce qu'à Harvard, il cherchait à cette époque à diminuer l'entrée à Harvard du nombre de juifs et des personnes de couleur. Donc il était vraiment très, très, très raciste et il ne s'en cachait pas. Et alors, à cette limitation d'entrée des juifs et des personnes de couleur, le conseil d'administration s'était un peu révolté parce qu'il a dit que ce n'était pas possible, on ne peut pas faire ça. Et donc, Abbott a changé sa politique, mais le conseil d'administration ne s'est jamais révolté contre tous les sexismes qu'il a mis en place à l'université, et en particulier contre ses propres élèves. Et donc Cecilia Payne, après beaucoup d'années, a été réhabilitée, mais elle a écrit ses mémoires, et là on voit que dans ses mémoires qu'elle a vraiment souffert beaucoup pendant toute sa carrière académique, parce que ça a commencé avec Abbott et ça finit avec d'autres aussi. Et ce n'est qu'après longtemps qu'elle a pu être réhabilitée. Et dans ses mémoires, il dit si vous pensez de faire une carrière scientifique, ne le faites surtout pas, surtout si c'est pour gagner de l'argent, parce que vous n'en gagnerez pas, vous le faites que pour les passions. Et je pense qu'elle a dit ça parce que, vu tout ce qu'elle a enduré toutes ces années, Abbott lui disait vous allez devenir jamais professeur à Harvard. Et donc, le fait d'être réhabilité après longtemps, je pense qu'elle a réhabilité aussi sa condition, mais il est resté une trace incroyable de sexisme dans l'histoire de cette femme et aussi probablement dans toutes les autres femmes qui ont succédé.
Ce qui nous fait peut-être une transition pour le dernier point que vous aimeriez aborder, et je considère que c'est extrêmement important d'en parler, c'est le travail que vous avez fait en tant que président de la commission stéréotypes et rôles sociaux du Haut Conseil à l'égalité. Vous avez été co-auteur du rapport qui est sorti il y a quelques semaines sur l'état du sexisme en France. C'est un rapport qui est produit régulièrement et là il a été actualisé. Et je vous laisse nous en dire un mot, nous expliquer en quelques phrases les conclusions qui vont le plus marquer de cette itération en 2026. Oui, merci. Donc le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, qui produit un rapport annuel sur l'état du sexisme en France pour surveiller. Parce que le sexisme, ça va de la blague sexiste, qu'on peut considérer pas nécessairement terrible, sauf dans certains contextes, et quand elle est récurrente, chronique, jusqu'au féminicide. Ces femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Donc ça rigole pas. Le sexisme, c'est pas, voilà, on peut en parler ou ne pas en parler. Non, il faut en parler, il faut faire la photographie exacte de ce qui se passe dans notre pays, comme dans d'autres pays européens. D'autres pays européens le font. Donc le HCE est une instance consultative pour le Premier ministre. N'a pas, je le dis très clairement, n'a pas énormément de moyens, mais bon voilà, il a quand même le mérite d'exister, avec quand même quelques moyens pour faire quelques enquêtes. Voilà. Donc là, on a, personnellement, j'ai tenu, j'arrive au HCE, hein, c'est ma première année, mais j'ai tenu à renforcer la dimension empirique, c'est-à-dire, ok, on débat de tous ces sujets, mais pas en apesanteur des données. On va produire des données, beaucoup, en grand nombre, pas seulement des pourcentages, on va aller vers des choses plus importantes. Et des données pour mesurer plusieurs choses. D'abord, savoir quelle est la structure. Il faut rester celle-là. Quelle est la structure du sexisme? Ailleurs dans le monde, quand on mesure le sexisme, on trouve que le sexisme est bidimensionnel. C'est-à-dire, il y a deux dimensions. Une dimension qui tient à un sexisme qu'on appelle le sexisme paternaliste, bienveillant ou paternaliste, et un sexisme hostile. Donc déjà, la première question, c'est « et nous ?» Est-ce qu'on trouve ces deux formes de sexisme dans notre pays? Sachant que le sexisme hostile, vous le voyez ici, il est quand même assez inquiétant. Hein. Ce sont des attitudes agressives envers les femmes, jugées manipulatrices, profiteuses, injustes envers les hommes et animées par la volonté de les dominer. Mais si les femmes ont la volonté de dominer les hommes, alors il faut peut-être se réveiller. Hein. Peut-être les agresser, par exemple. Oui, les masculinistes, il y a quelques groupes masculinistes un peu partout en Europe, qui sont surveillés car dangereux. Voilà. Il y a aussi ça. Bon. Les stéréotypes, dans leur version les plus dures, peuvent nourrir soit une forme de sexisme plutôt bienveillant, mais faussement bienveillant, on appelle paternaliste, parce que c'est quand même une forme de sexisme qui entretient la stéréotypie de genre et maintient les femmes à un niveau plutôt inférieur. Là où le sexisme hostile leur en veut. C'est-à-dire vraiment développement d'attitudes agressives, etc. Et on pourrait penser que dans un pays comme la France, c'est tout à fait minoritaire, les 3%. Non, c'est pas 3%, c'est 17%. Ça représente environ, dans cette enquête conduite avec Harris Interactive, sur un échantillon représentatif de plus de 3000 personnes, représentatif donc de la nation, la population française, âgée de plus de 15 ans, 15 ans au moins. Eh bien, on trouve presque l'équivalent de 10 millions de Français dans le sexisme hostile. Et dans ce sexisme hostile, il y a 12% de femmes. Quand je vous disais on recule, et on a aussi ce même recul aux États-Unis. Les femmes qui veulent revenir, qui revendiquent, qui ne supportent pas, mais plus du tout les femmes émancipées, qui veulent revenir à des rôles traditionnels. Voilà, c'est pas compliqué, la vie c'est ça. Point, barre. On arrête de débattre. C'est la femme à la maison qui fait le ménage, qui élève les gosses. Et c'est comme ça. On trouve ça. Et en France, ça existe aussi. Voilà, donc il faut le savoir. Et le sexisme paternaliste, 23%, évidemment, hein, là c'est le questionnaire. On est dans la cognition explicite, déclarative.
si on mesurait avec des techniques, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus sophistiquées comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, on aurait sans doute beaucoup de surprises. Hein. Là, ce que je montre, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais bon, c'est probablement plus raide que ça. Donc, c'est pas, je ne dis pas ça pour dramatiser absolument, etc. Mais il y a dans notre pays, du point de vue de ce que je vous montre ce soir, en tout cas, un terreau suffisant pour le développement d'une forme de masculinisme qui restera minoritaire dans sa forme la plus idéologique et dangereuse au point de commettre des attentats. Il y a eu déjà des choses de cette nature en Europe. Mais en tout cas, un terreau pour le développement d'une attitude un peu régressive, dure, envers les femmes, totalement illégitime, bien sûr, qui corse encore l'affaire. Voilà, momentanément. Momentanément. Je ne pense pas que voilà, la pente naturelle, c'est pas celle-là. Mais voilà, c'est pas linéaire en tout cas. Et là, on est dans une discontinuité. Dans un pays comme le nôtre, on pensait avoir fait beaucoup de progrès. Et bon, je rappelle que parmi tous les pays européens, ceux qui ont le plus progressé sur la représentation des femmes, par exemple dans la vie économique, dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs des grandes entreprises, sont les pays qui ont instauré la méthode des quotas, qui fait beaucoup de débats hein, en France. Hein, les quotas, discrimination positive, on ne veut pas être en haut de l'organisation parce qu'on est une femme, etc., etc. Mais il n'y a que ça qui marche. Hein. Les pays qui ont des mesures simplement incitatives, faites attention, ou les pays qui ne développent rien n'ont pas progressé. Donc les graphiques de l'Union européenne sont totalement clairs, nets, on sait ce qui se passe. Et je reboucle en disant simplement ça. Nos enfants et les futurs citoyens qui observent les distributions statistiques, d'une certaine façon, sans le vouloir, mais savent qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de femmes dans les grandes entreprises, dans les instances dirigeantes des grandes entreprises, etc. Dans le numérique, dans la tech, aujourd'hui ce qu'on appelle la tech, numérique et informatique, on est dans la transition numérique, on est en train de fabriquer l'intelligence artificielle sans les femmes. Il n'est pas du tout question de dire que les femmes n'ont pas de compétences en IA. Les cinq plus grands noms de l'IA, il y a 3 femmes dedans. Donc il n'y a pas de sujet. Sauf que les lycéennes d'aujourd'hui, en France, mais c'est le cas aussi ailleurs en Europe, qui ont les compétences scientifiques et techniques pour faire tout ça, n'y vont pas, et la barrière étant, encore une fois, de l'ordre du stéréotype. Et puis voilà, le cerveau, il vient faire que s'il y a moins de femmes ici, c'est peut-être que c'est pas pour les femmes. Voilà. Et voilà, un certain nombre de mécanismes simples sur lesquels on s'est arrêté ce soir, qui laissent entendre que, waouh, c'est compliqué, c'est hard, et on ne déconstruit pas les choses comme ça, mais on ne désespère pas, on s'y colle et on avance. En tout cas, c'est le cas modestement avec le HCE et puis avec les chercheurs. Hein. Globalement, la communauté scientifique a été une force de progrès dans tout ça. C'est très, très clair. Hein. Mais bon, voilà, il faut aussi donner plus de moyens à la recherche. Voilà, Merci beaucoup, je pense que ça fait une très bonne conclusion. Angela, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, comme ça a été déjà dit à plusieurs reprises, c'est très difficile, même contrôler quand ils sont au niveau explicite, on ne peut pas contrôler lorsqu'ils sont au niveau... explicite, on ne peut pas contrôler les stéréotypes lorsqu'ils sont à un niveau implicite, encore moins parce qu'on n'a pas conscience de ça. Mais lorsqu'ils sont au niveau explicite, un bon entraînement qui est possible de faire, c'est ce qu'on appelle de faire de la métacognition, c'est-à-dire raisonner sur l'état de notre pensée, réfléchir sur la pensée qu'on vient de produire. Et ça fait, la métacognition, ça fait partie des facultés qui ont évolué, au cours de l'évolution. C'est une des dernières facultés qui sont les plus, disons, récentes et qui dépendent d'une partie du cerveau qui est le cortex préfrontal. Et je pense qu'en activant cette métacognition, on pourrait raisonner sur les contextes, sur les états qui amènent à ce type de stéréotypes.
Merci, je pense que ça fait une bonne conclusion, donc il faut prendre conscience des Je ne sais pas si ça marche, hein, mais... Espérons, parce qu'il y a beaucoup de travail et on espère que les choses vont changer. Donc commençons par prendre conscience de nos stéréotypes et après on essaiera de travailler avec cette métacognition pour les dépasser. Mais Merci beaucoup. En fait, ça marche pour toute la métacognition. Oui. Oui, en l'occurrence, là. En particulier pour ça. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Écoutez, merci beaucoup, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'espère que ça vous a plu. On peut prendre quelques questions, même s'il est très tard, on a largement débordé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci encore pour votre attention et pour votre intérêt. Merci.